Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine, votre animateur, et je suis très content d'être de retour sur le podcast. Ça fait un mois que j'attendais pour lancer cet épisode-là. Aujourd'hui, à l'agenda, on reçoit le journaliste Nicolas Bérubé. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Bérubé, c'est selon moi, un des plus grands vulgarisateurs financiers au Québec. Il écrit de façon très claire avec un langage accessible sur diverses notions et divers aspects de la finance personnelle dans la presse. Donc, je vous invite à aller le lire. Mais pour aujourd'hui, nous allons justement discuter d'un livre qu'il a récemment écrit intitulé « L'art de multiplier son argent, 17 leçons pour réussir en bourse ». Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'avoir une conversation sur quelques des leçons. Nous ne pourrons pas tout couvrir sur un podcast, mais on va quand même explorer les principes fondamentaux, certains des principes fondamentaux que tout investisseur devrait savoir ou comprendre pour avoir du succès à long terme avec les marchés financiers. Donc, je pense que Nicolas, c'est la bonne personne pour nous en parler. Et c'est une habitude du podcast parce qu'on a déjà reçu Nicolas Bérubé sur notre podcast en français 2 fois auparavant. Donc, une fois en 2024 où il était venu parler de son livre précédent. Donc, je vous invite à aller voir l'épisode sorti en février 2024 où il parle de ce livre-là, un autre très bon livre qu'il avait écrit sur la bourse. Et Nicolas nous a donné de son temps pour revenir sur le podcast l'année passée, en mai 2025, pour parler sur l'investissement dans l'or. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou non d'investir dans l'or? Super épisode que je vous invite à aller écouter aussi. Et ça va vous permettre d'en apprendre plus avec ces 2 épisodes-là sur Nicolas. Mais pour aujourd'hui, comme j'ai dit, on va discuter de son plus récent livre. Une super conversation. On va parler des erreurs à éviter quand on investit en bourse, de l'importance de la discipline et de plusieurs autres perspectives qu'on pense que vous devez savoir. Mais comme vous savez, on ne peut pas, si je peux dire, éplucher et survoler un livre au complet sur un podcast. Ce qu'on vous offre, chers auditeurs, auditrices, c'est l'opportunité d'avoir une copie. Ici, à la firme Toulette Matthews et Associés, on s'est procuré quelques copies du livre qu'on est prêt à vous poster si vous nous écrivez. Il n'y en a pas quantité illimitée, donc premier arrivé, premier servi. Mais je vous invite à m'écrire au courriel ruben@tma-invest.com. Donc RUBEN @tma-invest.com et je m'assurerai que vous recevrez une copie de super livre. D'ici là, je vous souhaite une super belle écoute de ma conversation avec Nicolas. Bonjour Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Salut Ruben, ça va bien? Merci, toi? Ça va super bien. Ça me fait un grand plaisir de te revoir sur le podcast parce que tu es comme rendu, si je peux dire, un habitué. Là, on se parle au moins une fois par année sur le podcast et avec notre version en français du balado et en anglais, je pense que c'est ta 5e fois. Donc, je te remercie beaucoup de nous donner tout ce temps-là pour discuter de plusieurs sujets sur la finance et l'investissement. Ouais, ça me fait plaisir. 5 fois, my God, OK, oui. Ouais, j'avoue que des fois, tu fais des épisodes un peu 2 fois parce qu'on est dans un pays où on parle de langue. Mais merci beaucoup. Aujourd'hui, le but de l'épisode, le sujet, en fait, c'est de traiter en général de ton nouveau livre qui s'appelle L'art de multiplier son argent, soit 17 leçons pour réussir en bourse. Puis, je sais que t'es pas à ton premier rodéo. Tu as déjà écrit 2 autres livres par le passé. Le premier, Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez. Et le deuxième était sur la bourse aussi, de 0 à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Donc là, tu t'es lancé en fait dans un 3e livre. C'est quoi la raison qui a motivé à écrire ce 3e livre? Quand j'écris des livres, en fait, c'est toujours mon dernier. Je fais le livre que j'ai le goût de faire à ce moment-là, puis j'ai pas comme une espèce de carte routière dans ma tête où je vais dire, dans 2 ans, je vais faire ça, dans 2 ans, je vais faire ça. En fait, l'idée m'est venue avec mes interactions avec les lecteurs de la presse. J'ai une petite rubrique le dimanche, là, qui s'appelle
s'appelle L'argent et le bonheur. Puis je reçois beaucoup de courriers, je dirais entre peut-être 20 et 40 courriels par semaine à peu près. Puis je remarquais qu'il y a des questions qui se recoupaient beaucoup. Puis je remarquais aussi qu'il y a des gens qui me disaient, ah, j'ai lu vos livres, mais j'ai une question. Donc, c'est pas parce qu'on dit aux gens que c'est simple qu'il n'y a pas 1000 questions dans leur tête. T'sais. C'est tout à fait normal. Puis je les ai eues, moi aussi, ces questions-là dans ma tête. Puis je suis allé trouver les réponses. Donc, l'idée de mon plus récent livre, c'est vraiment de faire le pont un peu entre ce que la recherche nous dit, puis les questions des gens. Donc, c'est pas mon opinion, c'est pas mes coups de gueule, mon feeling, c'est pas basé là-dessus. C'est vraiment basé sur ce que la recherche nous dit. Puis, en finance, malheureusement, il y a beaucoup de mythes, puis il y a beaucoup aussi de réponses qui sont plutôt ancrées dans le marketing, puis dans les pressions de vente. Et donc, moi, je suis pas rattaché à aucune institution financière, donc j'ai pas d'a priori. J'arrive là-dedans comme un livre ouvert un peu, là, puis je suis intéressé parce que la recherche nous enseigne. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a donné l'idée d'écrire un livre que j'aime dire un peu plutôt geek, là, parce qu'il y a plus de graphiques, il y a plus de tableaux, mais jusqu'à date, les gens répondent bien à ça. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Oui, et puis je dois t'avouer que je l'ai lu le livre et puis comme tu le sais, on en a discuté dans le passé. Nicolas, nous, notre firme a une approche d'investissement vraiment basée aussi sur la science, les données, ce que, en fait, les recherches ont démontré qui fonctionne en moyenne à long terme. Et c'est pour ça que ton livre, comme tu l'as si bien dit, moi personnellement, ça m'a beaucoup interpellé. Moi, j'aime vraiment, tu viens de le dire, le fait que c'est pas ton point de vue personnel ou tes astuces. Tu sais, des fois, il y a des livres, c'est comme mes secrets ou mes trucs pour investir et réussir en bourse. Ça, là, c'est vraiment basé sur les études que le milieu académique, statistique et financier a démontré qui marche à long terme. Donc, c'est vrai que ça peut avoir des pourcentages, des graphiques, mais toi, étant un bon vulgarisateur, tu as quand même réussi à le simplifier et le rendre accessible. Pour en dire un peu plus aux auditeurs, le livre est divisé en 17 leçons. Naturellement, sur un podcast, à moins qu'on parle pendant 2-3 heures, on pourra pas couvrir toutes les 17 leçons pour réussir en bourse. Mais on va en couvrir quelques, et les mythes aussi, comme tu as dit, on va les adresser, quelques que j'ai choisis aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer, Nicolas, vu que tu parles de 17 leçons, si je te demande, toi, personnellement, pour ta propre expérience d'investissement dans le passé, ou quand tu parles avec les différents lecteurs de tes publications, c'est laquelle des leçons que tu trouves qui a été pour toi ou pour les lecteurs le plus difficile ou qui est le plus difficile à appliquer en général dans leurs expériences ou leur parcours d'investisseur? Oui, c'est une bonne question. Je pense que celle que je nommerais, c'est un chapitre du livre que j'ai intitulé Plus l'histoire est belle, plus nos poches sont vides. C'est que les investisseurs, on aime tomber en amour avec des idées et on aime avoir une belle trame narrative dans notre tête puis dire, ah, ben là, il y a l'AI qui est de plus en plus importante dans la société, donc ça va prendre de plus en plus d'électricité. Donc moi, si j'achète des actions de firmes qui fabriquent de l'électricité aux États-Unis, les utilities qui fabriquent de l'électricité, je vais avoir un avantage, je vais profiter du boom de l'AI et tout. Donc ça, c'est juste un exemple qui me vient en tête, mais il y a 1 million d'exemples qu'on peut nommer. Il y a quelques années, c'était les véhicules électriques. Donc les gens disent, ah ben, les véhicules électriques, c'est le futur. Donc moi, je veux me positionner pour profiter en fait de la réalisation de ce futur-là. Puis, je pense qu'intuitivement, c'est très fort. On aime avoir des histoires dans notre tête, on aime comprendre. Malheureusement, ce que les gens ignorent souvent, c'est que le marché a déjà intégré ces histoires-là dans ses prix. Donc, c'est pas toi, en te rasant le matin ou en te maquillant le matin, qui a une idée, qui dit, ah ouais, ben, tu sais, il y a eu 500 millions de personnes qui ont eu la même idée que toi. Donc, le prix que tu payes aujourd'hui pour l'actif tient compte de ça. Alors ça, c'est très contre-intuitif, puis c'est un peu, les gens, des fois, je leur dis ça, puis ils n'avaient pas pensé à ça, tu sais. Parce que je parle à des jeunes, des fois, qui me disent, ah, moi, j'ai investi pour l'avenir, pour le long terme, et donc, je vais investir tout dans la technologie parce que le futur va être très technologique. Ben oui, mais tout le monde le sait. Donc, le prix que tu payes aujourd'hui pour ces actifs-là tient compte de ça. Donc, ironiquement, tu peux acheter des actions d'une compagnie d'asphalte et de gravier qui va peut-être t'enrichir davantage parce que personne pense à ces compagnies-là parce qu'ils sont pas à la mode. Donc, il y a tout un espèce de truc, il faut un peu détricoter des fois les scénarios que les gens se font dans leur tête. Et puis, moi, je suis pas différent. J'explique dans le livre que quand j'ai commencé à investir, en fait, j'habitais aux États-Unis. Donc, j'ai habité aux États-Unis, en Californie, pendant 7 ans.
Puis je suis revenu au Canada. Puis quand je suis revenu au Canada, j'ai diversifié mon portefeuille avec des actions canadiennes. Mais j'avais pas le goût de faire ça. Parce que dans ma tête, le Canada, c'est moins innovant, c'est moins technologique, il y a moins de croissance et tout. Donc, c'est pas par amour là ou par bonté d'âme ou que j'ai décidé de faire ça. J'ai complètement retiré les émotions de l'équation. J'ai diversifié parce que, bon, la recherche nous dit qu'avoir un biais domestique, c'est souhaitable. Donc, je l'ai fait. Finalement, ça a été un bon choix de le faire, mais je me souviens encore de mon état d'âme quand je l'ai fait. J'avais pas vraiment le goût parce que les rendements américains étaient très bons et tout ça. Mais là, on arrive une année comme, par exemple, 2025, où les actions canadiennes ont complètement battu les actions américaines. Donc, l'idée que le Canada est moins dynamique, c'est connu, c'est déjà intégré dans les prix. Donc, nous, comme investisseurs, on peut ajouter nos idées, puis notre intelligence, elle peut pas ajouter beaucoup de valeur finalement. Elle peut, plus souvent qu'autrement, soustraire de la valeur. Donc ça, c'est très difficile à accepter. Je pense que c'est une leçon toute la vie, on va devoir un peu se battre avec ça parce que c'est toujours présent à notre tête. On entend tous des gens, des fois, de notre entourage dire, j'ai un ami qui travaille pour la caisse de dépôt, qui est un financier, donc qui est intelligent, qui m'a dit comment investir. Et là, le prix de pétrole, il faut faire ça, alors il faut faire ça. Donc toi, tu es en train de dire que l'intelligence n'est pas nécessairement un allié en investissement. Non, puis au contraire, oui, tu fais bien de mentionner, c'est ça, la caisse de dépôt. C'est parce que aussi, il faut comprendre que les gens qui ont ces idées-là d'investissement sur les marchés, je suis pas en train de dire qu'ils sont incompétents. Je suis en train de dire qu'ils se battent, en guillemets, contre des gens aussi intelligents qu'eux. Donc, le prix reflète toute cette intelligence collective-là. Et là, c'est très, très, très difficile d'arriver avec, autrement que par la chance, d'arriver avec une idée qui n'a pas été encore intégrée dans les prix. Et puis bon, la caisse de dépôt, je ne veux pas taper sur eux plus que sur d'autres, mais ils n'ont pas des rendements à long terme qui sont faramineux là, si on les compare aux rendements que monsieur, madame, tout le monde peut obtenir en achetant un indice boursier diversifié. C'est assez simple là, d'avoir des rendements équivalents, sinon meilleurs à ceux de la caisse de dépôt en y consacrant 15 minutes par année. Donc c'est ça, cette notion-là qu'il y a des gens qui ont des doctorats qui peuvent faire multiplier nos dollars là, plus vite que le marché, c'est très très présent dans l'esprit des gens. Et puis c'est ça, le marché, c'est une machine qui intègre les informations très rapidement, puis on n'a jamais fini de l'apprendre, on n'a jamais fini d'avoir des leçons là-dedans. Exactement. Mais Nicolas, j'aimerais te ramener à un mythe qu'on entend souvent. En fait, c'est la façon que tu as commencé le livre. Quand les gens disent, écoute, je joue à la bourse, oh, je veux pas jouer à la bourse parce que la bourse c'est trop risqué. Ce mot de jouer à la bourse, pourquoi les gens qui voient ça comme ça, pourquoi ils ont l'impression que la bourse c'est un casino? Parce que jouer, ça fait penser à justement aller au casino et puis jouer à la roulette, etc. Pourquoi cette impression-là? Je sais pas, je pense que c'est presque dans l'ADN de la bourse. On regarde, moi je suis assez vieux pour dire que quand j'étais jeune, on voyait les cotes de la bourse qui étaient imprimées dans le journal, dans la section économie. On voyait les centaines et les centaines d'entreprises, puis on voyait leur valeur, puis on voyait l'évolution sur 6 mois, sur 1 an. Et donc, c'est comme, on dirait, les courses de chevaux. On veut dire quelle entreprise je dois sélectionner pour avoir du succès. Donc, c'est un peu quel cheval je dois sélectionner pour faire croître mon argent. Donc, je pense que c'est la porte d'entrée de voir la bourse comme ça. Puis, je pense que les médias aussi ont leur part de responsabilité. On présente souvent la bourse comme les gagnants, les perdants, les titres à surveiller. Donc, pour bien des gens, c'est un peu la norme là, de voir la bourse comme ça. Malheureusement, il y a une étude qui vient de sortir qui est trop récente pour que je l'intègre dans mon livre, mais que j'aurais beaucoup aimé intégrer. C'est Hendrik Bessenbinder de l'Université de l'Arizona, qui est un chercheur en finance, puis qui a examiné 29 000 compagnies cotées en bourse aux États-Unis depuis 100 ans. Et sur les 29 000 compagnies qu'il a analysées, il y en a 46 qui sont responsables de la moitié de la création de richesse durant toute cette période. Donc, si vous n'aviez pas ces 46 compagnies-là dans vos placements, là, ben, les chances de faire un profit sont très, très faibles. Puis ça, c'est la moitié de la création de richesse. Si on regarde l'ensemble de la création de richesse, c'est environ 1000 compagnies sur 29 000. Donc, c'est moins de 4% des compagnies cotées à la bourse qui sont responsables de 100% de la croissance. Donc, quand vous voyez les choses sous cet angle-là, ça rend
le stock picking très risqué. En fait, on le sait que c'est risqué, mais quand on le regarde avec cet angle-là, ça devient encore plus risqué parce que les chances de rater ces compagnies-là sont énormes. Et les chances de les avoir en portefeuille sont très faibles. Puis on peut tous nommer les compagnies qui ont donné de la croissance depuis 15 ou 20 ans. C'est très facile, on a une réponse de l'examen. Mais celles qui vont être au sommet pour les 15-20 prochaines années, on ne peut pas les nommer aujourd'hui. Donc, c'est des surprises et on voit que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, la bonne façon d'approcher les marchés, c'est justement de tout posséder. Comme ça, on sait qu'on a les gagnants déjà dans notre portefeuille. Donc, ça, je pense que c'est très difficile. Je pense que toutes les semaines, je réponds à des lecteurs à ce sujet-là, puis je pense que je vais le faire encore pour le restant de ma carrière parce que c'est tellement ancré en nous qu'il faut trouver les futurs gagnants que je pense pas que c'est sur le point d'arrêter malheureusement, même si on a des recherches qui nous disent que c'est pas la bonne façon. Ouais, je suis complètement d'accord. Puis j'aime aussi, j'ai souri quand dans ton livre tu fais référence au fait que jamais on va entendre quelqu'un dire je joue à l'immobilier ou je joue à partir une entreprise. Mais on dit ça pour la bourse. Vraiment similairement, un autre mythe que j'entends souvent là, c'est quand les gens disent je vais pas investir à la bourse parce que tout ce concept de la bourse là, c'est du vent, c'est du virtuel. Tu sais moi, la bourse, je peux pas le toucher, mais par exemple l'immobilier, j'aime ça parce que je peux aller toucher mon immeuble. Puis moi, des fois, je réponds aux gens la bourse, c'est quelque chose de très réel. Qu'on achète des actions, je sais pas, on va dire d'Apple, j'utilise ça comme exemple, là, à la compagnie Apple, on devient propriétaire, peut-être petit propriétaire, oui, mais de la compagnie Apple. Donc, si on veut le toucher, on peut aller dans un Apple Store et toucher le mur et dire qu'on détient cet Apple Store-là si on veut le rendre réel. Ça fait sourire, mais c'est ça. On investit dans des entreprises à la bourse aussi et c'est très réel. Mais Nicolas, je pense que le mythe qui associe la bourse au casino, ça vient aussi du fait que, bon, les gens on soit vu un parent perdre de l'argent ou quand ils regardent les nouvelles, ils voient des histoires des gens qui perdent de l'argent avec la bourse. Et des fois, les personnes qui sont un peu plus informées, ils vont donner justement l'exemple des actions américaines sur 10 ans, 2000 et 2010, ce qu'on appelle la décennie perdue, où il y a eu des rendements de zéro ou même négatifs. Et si on y va de façon encore plus extrême, un autre exemple plus extrême, il y a au Japon, ce qu'on appelle même pas la décennie, mais la génération perdue, où sur près de 30 ans, les actions japonaises ont fait 0% de rendement entre un crash puis une reprise. Peux-tu nous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux cas-là, historiquement parlant, et comment un investisseur informé, ou si j'utilise le nom du podcast, un investisseur transformé, aurait pu éviter ces longues périodes douloureuses dans leur parcours d'investissement? Oui, ben c'est ça. Ben commençons avec l'exemple du Japon qui est le plus spectaculaire. C'est que dans les années 80, il y a eu un immense engouement pour le Japon. Les compagnies, même pour les investisseurs japonais, c'était possible d'investir à la bourse avec l'équité de sa maison. Donc, le gouvernement garantissait des prêts sur la valeur de la maison. Donc, c'est devenu un peu une passion nationale, l'investissement. Puis là, tout le monde s'est mis de la partie. Puis les compagnies japonaises ont été valorisées à des sommets incroyables à la bourse. Puis, en 89, ça a été le début de la fin, en fait. Ça a pris environ 30 ans ensuite pour le dollar investi, ou plutôt le yen investi en 89. Ça a pris une trentaine d'années avant de retrouver ce dollar-là parce que la bulle s'est affaissée et ça a fait mal aux investisseurs. Bon, la façon de regarder ça, c'est de dire oui, les bulles spéculatives vont toujours faire partie du portrait. Il y en a des plus grosses que d'autres. Mais la réponse à ça, c'est pas de ne pas investir à la bourse. La réponse à ça, c'est de diversifier nos placements. Et puis dans le livre, je parle d'un exemple, j'ai pas le chiffre en tête, mais l'investisseur japonais qui aurait diversifié ses placements dans les années 80 au Japon, aux États-Unis, en Europe, ailleurs en Asie, aurait vécu très bien pendant 30 ans, malgré la mauvaise performance de la bourse japonaise durant cette période-là. Donc, l'idée, c'est de pas d'essayer de prédire les bulles ou de prédire l'éclatement des bulles, parce que c'est très difficile quand on est dans une bulle, on a toute l'impression de pouvoir voir ce qui est une bulle et ce qui n'est pas une bulle, mais quand on est dedans, c'est très difficile. Donc, le mieux, c'est justement de diversifier et de ne pas avoir nos œufs dans le même panier. Comme ça, on est prêt à faire face aux années difficiles et aux bonnes années aussi. Puis, brièvement, c'est vrai que tu as mentionné la décennie perdue 2000-2010 aux États-Unis, parce que c'est bon de mentionner aux États-Unis, parce que souvent les gens disent « Ah, c'est la décennie perdue, personne n'a fait d'argent à la bourse ». Ben non, parce que si on prend
par exemple, l'exemple du Canada, en l'an 2000, un dollar investi à la bourse canadienne en l'an 2000 valait 2,42 $ en l'an 2010. Donc, ça a été très bon, la bourse canadienne, durant la première décennie du 21e siècle, mais quand on regarde la bourse américaine, un dollar en 2000 valait 91 sous en 2010. Donc là, on peut tirer plein de conclusions de ces deux expériences-là, mais la bonne conclusion à en tirer, c'est que la personne qui était diversifiée, elle a pu passer cette décennie-là de façon assez confortable. La personne qui était 100% aux États-Unis a vécu une décennie plus difficile. Puis aussi, une autre leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'en 2010, personne ne voulait investir aux États-Unis, tout le monde voulait investir au Canada. C'était très courant. Moi, je ne m'intéressais pas à ça à l'époque, mais des gestionnaires de portefeuille vont dire, en 2010, les clients nous disaient, pourquoi j'ai des actions américaines? Ça fait juste crasher, ça fait juste crise après crise après crise. Pourquoi j'ai ça? Ça fait rien. Moi, je veux tout mettre en action canadienne. Donc, c'était le discours des gens à l'époque. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on réalise que c'était pas un bon discours, mais quand tu le vis, puis quand tu es dedans, tu le sais pas, là, t'as pas les repères, t'as pas les réponses de l'examen, comme je dis. Donc, souvent, l'actif le moins populaire durant une période, ben, peut devenir le Taylor Swift là, de la période suivante. Ça, c'est très difficile à prévoir. Donc, quand on a un peu d'expérience dans les marchés, on réalise que finalement, il faut apprendre un peu à prendre tout ça avec des pincettes puis à voir qu'on n'est pas capable de prédire l'avenir. Donc, c'est mieux de juste pas essayer finalement. Dans le fond, la protection de ces cas extrêmes-là, c'est la diversification, de ne pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Je suis allé voir la donnée en attendant que tu parlais. Le Japon, 30 ans, pas de rendement, mais si on avait un portefeuille diversifié, on aurait fait 1600% sur ce 30 ans-là. Puis les États-Unis, c'est la même chose. Si on avait un portefeuille diversifié, on ne se serait pas ramassé avec un 10 ans sans rendement. Donc, puis on parle de diversification, de ne pas se concentrer sur le même pays, mais en ce moment, tu l'as sûrement vu avec tes lecteurs. Les gens, des fois, ont l'impression, ça c'est plus à cause des dernières années, là, beaucoup de personnes ont l'impression que la bonne chose à faire, c'est de se concentrer sur le marché américain. Bon, peut-être avec l'arrivée de Trump, les gens ont changé maintenant leur fusil d'épaule puis redeviennent très patriotes, si je peux dire, au niveau de leur investissement. Mais on va dire, avant Trump, là, quand on regardait juste les rendements, le secteur technologique, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'investisseurs qui disaient, pourquoi pas mettre tout notre argent aux États-Unis, c'est le marché le plus innovateur, etc. C'est quoi ta perspective là-dessus? Ben, j'aime l'analogie de Jeremy Siegel, qui est un professeur de finance qui a écrit le livre Stocks for the Long Run, un livre très intéressant. Lui, il dit, investir juste aux États-Unis, c'est comme si on lisait l'alphabet de la lettre A à la lettre M, par exemple. Mm-hmm. Il reste des lettres après ça dans l'alphabet. Pourquoi on les ignore, ces lettres-là? Donc, les lettres les États-Unis, ça représente quand même 60% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, quand on investit aux États-Unis, on investit dans à peu près 6 dixièmes de la planète boursière. Pourquoi on ignorait les 4 dixièmes? On sait que oui, récemment, ça a été un bon coup d'investir qu'aux États-Unis, mais quand on regarde historiquement, dans les années 60, 70, 80, 90, si on recherche le gagnant, si vous voulez, de cette décennie-là, mais il change toujours. Des fois, c'est la Suède, des fois, c'est le Canada, des fois, c'est les États-Unis, des fois, c'est l'Australie, des fois, c'est un des pays qui a très bien fait historiquement, c'est l'Afrique du Sud. Donc, il y a une espèce d'effet où c'est très difficile de savoir où va être la prochaine surprise. Puis c'est vraiment une surprise. Parce que si c'était pas une surprise, ben ça serait déjà intégré dans les prix, puis il y aurait pas de rendement. Donc, bon, investir aux États-Unis, c'est peut-être pas la pire idée du monde, mais il faut être prêt à voir des décennies perdues, comme c'est arrivé au début des années 2000. Puis on sait que les décennies perdues, les gens ont extrêmement de misère à vivre ça. Les gens pensent qu'ils peuvent traverser ça, mais il faut pas oublier, quand vous allez être dans votre décennie perdue, vous allez avoir plein d'exemples devant vous de choses qui ont bien fonctionné. Donc, vous allez vous dire, ah ben moi, je devrais changer, je devrais faire des modifications, peut-être que j'ai mal choisi. Donc là, vous allez vous mettre à douter. Puis c'est ça un peu le problème de la concentration, c'est qu'on se met à douter, puis là, on se met à vouloir changer la recette en cours de route, puis jouer avec notre portefeuille. Puis on sait que les gens, plus il y a de l'activité dans le portefeuille, moins les rendements sont intéressants. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie pas de trouver le prochain pays gagnant. Pas parce que je suis paresseux puis j'ai pas le goût de faire l'effort, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est juste la réalisation du fait que c'est pas quelque chose qui est à notre portée, là. Autant
qu'on soit des investisseurs professionnels, autant qu'on soit des investisseurs amateurs, finalement. C'est vrai que peu de personnes ont les reins solides, assez solides pour pendant 10 ans investir 100 000 et de voir que ça prend 10 ans pour revenir aux 100 000. Donc, Ah non, il y a la majorité des gens vont abandonner leur plan d'investissement et essayer de chercher la prochaine affaire à l'intérieur de ce 10 ans-là. Mais ceci étant dit, il y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent, Nicolas, et qui nous disent, OK, je comprends, il faut diversifier mon portefeuille sur plusieurs pays, ça va de soi. Puis là, ils peuvent se dire, donc, je vais essayer de trouver les pays qui ont une forte croissance. Je vais regarder un peu les données du PIB. Écoute, ce pays-là, tu sais, dans le passé, il y a eu la Chine, maintenant l'Inde, etc. Et puis peut-être je devrais concentrer mes placements dans ces pays-là et délaisser, comme tu l'as dit plus tôt, des pays comme le Canada. On sait que le Canada, on entend dette élevée, croissance, productivité en retard, puis il n'y a pas assez d'innovation. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a un lien direct entre la croissance du PIB, donc la croissance économique, et la performance boursière? Ben, ça, c'est une des données les plus surprenantes dans mon livre. C'est justement qu'il y a une connexion faible, voire inverse, entre la croissance du PIB et la croissance de la bourse d'un pays. Donc, c'est très, très contre-intuitif parce qu'on veut voir de la croissance, on pense que c'est bon pour les profits des entreprises, mais il y a un paquet d'autres effets qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, un pays qui vit une forte croissance du PIB, souvent va voir une forte compétition au niveau des entreprises existantes. Et souvent, quand il y a une forte compétition, ça garde les profits très bas. Souvent, c'est les consommateurs qui en bénéficient, pas nécessairement les actionnaires. Il y a aussi un effet où une industrie peut avoir une obsolescence très rapide. Donc, une personne qui crée une usine, par exemple, à la fine pointe de la technologie, qui met beaucoup de millions là-dedans, au bout de 3, 4 ou 5 ans, peut-être que cette usine-là, elle est désuète parce que le compétiteur, lui, il en a une encore plus récente puis plus moderne. Donc, ça crée une espèce de course à l'armement un peu dans ce cycle-là. Puis, encore une fois, c'est pas nécessairement les actionnaires qui en bénéficient. Donc, il y a plein d'aspects comme ça qui sont un peu dans l'angle mort des gens, puis qu'on voit quand on regarde historiquement les pays qui ont eu le meilleur rendement boursier au 20e siècle. Ça a été, je parlais de l'Afrique du Sud tantôt, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Australie, il y a les États-Unis qui ont été parmi les meilleurs. Mais c'est pas les pays où il y a eu la plus grande croissance du PIB. De mémoire, il y a des pays qui ont eu des croissances de PIB beaucoup plus fortes, des pays scandinaves par exemple, mais les Pays-Bas, de mémoire, c'est pas les pays qui ont eu les meilleurs rendements boursiers. Donc encore une fois, quand un pays va vivre une forte croissance, souvent c'est déjà intégré dans les prix qu'on paye pour les actifs. Puis ce qui va faire la différence, c'est les surprises. Donc, c'est les données qui n'étaient pas connues et pas intégrées dans les prix. Et donc, on peut avoir aussi des exemples comme la Chine, où on sait tous que depuis une génération, ils ont eu une croissance incroyable, développement de la classe moyenne et tout ce que vous voulez. Ça a été une croissance qui était sans précédent dans l'histoire. Mais la personne qui a 25 ans, qui aurait dit, moi, j'achète des actions chinoises pour profiter de cette croissance-là, cette personne-là, elle n'aurait pas eu de bon rendement. Je pense que tout récemment, la bourse chinoise a bien fait, mais à plus long terme, ça n'a pas été très bon. Encore une fois, c'est pas les actionnaires qui en ont profité. Donc, essayez d'être, c'est un anglicisme, là, mais essayez d'être trop cute là, avec nos choix de placement. Des fois, on se nuit plus qu'on s'aide finalement. Oui, puis en placement, moi je le dis tout le temps, quelque chose peut sembler bien logique et puis tout le monde va s'entendre que ça fait du sens logiquement, mais dans le parler général, mais ça veut pas dire que c'est la bonne décision d'investissement. C'est souvent contre-intuitif, les placements. En parlant d'une logique générale qu'on entend là dans la croyance populaire, quand les marchés ont augmenté beaucoup, sont au sommet. Tu sais, en anglais, on dit what goes up must go down. Donc, les gens pensent que, puis les nouvelles nous aident pas là-dessus. Les nouvelles médiatiques, souvent, ils vont dire telle bourse, tel marché est à son sommet. Puis là, les gens se disent, oh, ça doit annoncer une chute. Et puis, on le sait, plus récemment, les rendements de 2023, 2024, 2025 ont été quand même très positifs. Donc, le réflexe a été de dire c'est à son sommet, ça va présager une chute. Là, on le sait que on a vécu une chute avec le conflit en Iran. Donc, il y a certaines personnes qui se disent, ah, c'est ça qu'on disait. On savait que ça s'en venait. Mais quand on regarde, Nicolas, les données historiques du marché, quand la bourse a beaucoup monté, est-ce que c'est vrai que absolument, imminemment, ça va se mettre à baisser? Ben non, pas nécessairement. Puis ça, c'est encore une fois, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. On aime avoir une belle histoire. On dit, ah, quand le pendule est rendu tellement loin dans une direction, c'est sûr que le pendule va revenir. Mais
Ça fonctionne pas comme ça. On le sait que 7 années sur 10 à la bourse ont été des années positives. Et puis, quand on analyse les années positives, on voit que pour la période qui suit, ça nous dit rien sur les rendements. Donc, quand on regarde historiquement, ce qui a suivi une année positive, c'est une autre année positive. Donc, c'est très contre-intuitif. On le sait aussi qu'en cours d'année, il va y avoir des replis. J'écrivais récemment que si on regarde les 10 meilleures années pour la bourse canadienne, depuis une trentaine d'années, ça a été des rendements moyens de 33 dans les 10 meilleures années. Mais durant ces 10 meilleures années-là, la chute moyenne vécue en cours d'année a été de 10 Donc, même dans les super années, on peut s'attendre à vivre des chutes. C'est toujours lié, c'est pas... Puis le danger, c'est que ça envoie à notre cerveau un message d'erreur. Parce que si on a fait notre placement, puis on regarde 3 semaines plus tard, on a placé 1 000 $, on regarde 3 semaines plus tard, puis c'est rendu à 920 $, ben, ça envoie un message d'erreur. J'aurais pas dû placer mon argent, j'ai été trop vite, le marché m'a corrigé un peu. Comme si on avait remis un travail à un professeur, il nous remet le travail avec de l'encre rouge puis une mauvaise note. C'est pas comme ça. Il faut apprendre à mettre ça de côté, cette mentalité-là. On le sait que le marché va chuter. Puis, dernière chose que je dirais, c'est que on le sait que la bourse, à très long terme, fait des rendements au Canada autour de 8-9 par année. Aux États-Unis, c'est plus de l'ordre de 10 ou un peu plus par année. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les années où le rendement tombe dans cette fourchette-là, c'est très, très rare. On est beaucoup plus susceptible de vivre une année de 20-22 de hausse, puis ensuite une année de moins 6 ou moins 10 de baisse. Donc ça, c'est les moyennes. Quand les années montent, c'est dans les 20 puis quand les années baissent, c'est autour de moins 6, moins 10 Alors, quand on fait la moyenne de ça, ça fait bien sûr autour d'une fourchette entre 8 et 10 mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris quand on a une année de 25 ou de 30 C'est beaucoup plus courant que ce qu'on pense. Puis le danger, c'est qu'on voit ça comme le signal de sortie, de dire, oh, attends, là, il y a des trop bonnes années qui s'enfilent, ça doit pas être le temps d'investir. Mais non, quand on regarde les marchés, les sommets, regardez des vieux journaux sur le site de la BANQ, de la Grande Bibliothèque, il y a des archives de journaux, si vous voulez voir là-dedans. Des sommets de la bourse, il y en a toujours eu. Dans les années 80-90, vous allez voir des sommets du Dow Jones à 3000 alors que le Dow Jones est aujourd'hui à 47 ou 48 000. Donc, il y a toujours eu des sommets, mais c'est plus souvent qu'autrement, la bourse, 1 an après, 5 ans après, puis 10 ans après, est rendue beaucoup plus loin que le sommet qu'on a identifié à l'époque. Donc, c'est ça qui est un peu difficile à accepter pour les gens. Puis c'est pour ça que le meilleur investisseur, j'aime dire, c'est comme un peu un investisseur qui est mécanique, qui est comme quand vous tournez la clé de votre voiture, la voiture démarre. La voiture, elle se dit pas, ah, est-ce que c'est la bonne journée pour qu'on démarre? Ou, ah, est-ce que je devrais pas démarrer demain plutôt qu'aujourd'hui? Non, vous tournez la clé, la voiture démarre. Donc, si vous êtes capable d'avoir cette mentalité-là comme investisseur, de ne pas vous poser de questions au moment de l'investissement, c'est là que vous allez avoir les meilleurs rendements à long terme. J'aimerais revenir sur tout ce qui est de la volatilité, parce que j'ai mentionné plutôt la guerre en Iran, mais en temps de conflit géopolitique et de guerre, parce que c'est toujours des moments où les gens se posent des questions. Est-ce que je devrais faire quelque chose avec mon portefeuille? Tu sais, il y a de la turbulence sur le marché causée par un conflit quelconque, puis il y a toujours une vague d'incertitude, de préoccupation au-delà juste des vies qui se font affecter dans les pays en conflit. C'est quoi ta perspective là-dessus, ou quelle perspective tu veux donner aux investisseurs par rapport à être un investisseur en temps de guerre? Oui, donc une des données intéressantes que la recherche nous enseigne, je me suis posé la question comme tout le monde. Je me suis dit, si j'ai vécu ma vie en période de paix relative, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. Donc, s'il y a un conflit dans le monde qui s'étend en territoire ou en année, est-ce que mon portefeuille est capable de traverser ça? Donc, ma question, c'est quels actifs sont désirables dans une période de conflit? On va souvent penser que les actifs très sécuritaires, donc ceux qui ont très peu de volatilité, vont être désirables. Par exemple, les obligations gouvernementales ou, par exemple, un CPG que les gens peuvent aller acheter à la banque parce qu'un CPG, on peut définir une durée, on trouve un taux d'intérêt et donc c'est sécuritaire. On sait que rendu à destination, notre argent va être là pour nous. Et c'est souvent le réflexe que les gens ont en situation de crise. Malheureusement, le problème avec cette vision-là, c'est que en situation de guerre, il y a souvent l'inflation qui vient repartir à la hausse.
parce que les gouvernements interviennent dans l'économie. Il y a toutes sortes de phénomènes qui font que tout coûte plus cher. Il y a peut-être aussi des problèmes d'approvisionnement, comme on le voit avec le pétrole actuellement. Donc, il y a des fortes poussées d'inflation qui accompagnent les conflits et les investissements très sécuritaires ne sont pas capables de suivre. Ils ne sont pas capables de préserver le pouvoir d'achat, puis même de l'améliorer, le pouvoir d'achat. Donc, ironiquement, c'est les investissements les plus sécuritaires qui sont les plus dangereux pour nous à long terme. Ah ouais, encore une fois, c'est contre-intuitif. C'est ça, parce que oui, pour 1 an ou 2 ans, à très court terme, ça peut fonctionner, mais pour une vie d'investisseur, ça peut nous coûter très cher de vouloir être, entre guillemets, prudent. Et on regarde que les actions qui n'ont pas la réputation d'être des investissements fiables parce qu'on sait qu'il y a une volatilité à court terme, mais lorsqu'on les regarde à long terme, elles sont beaucoup plus fiables en moyenne parce que les actions ont tendance à rebondir. Puis le prix des actions peut chuter, comme on le voit là avec la guerre en Iran. Et là, maintenant qu'il y a eu un cessez-le-feu, et là, les actions, qu'est-ce qu'elles font? Elles rebondissent. Donc, ça, c'est le phénomène qu'on voit historiquement dans les conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des années difficiles pour les propriétaires d'actions, pour les détenteurs d'actions. C'est pas ça que j'essaie de dire. J'essaie de dire que si on prend une vision à long terme, notre pouvoir d'achat est mieux protégé dans les actions que dans les actifs plus, entre guillemets, sécuritaires. Et ça a été vrai durant la Première Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des chutes durant ces événements-là, mais la reprise d'après-guerre a effacé les chutes et les gens se sont enrichis à long terme. Donc, puis aussi de savoir que historiquement, les plus grosses chutes qu'on a connues n'ont pas eu lieu durant les temps de guerre, ont eu lieu en temps de paix. Ça aussi, c'est assez contre-intuitif. Si on pense au crash de 1929, c'était pas pendant une guerre. Si on pense au crash du début des années 2000 aux États-Unis, c'était pas non plus pendant une guerre. Donc, les plus gros crashs de l'histoire ont lieu en temps de paix. Alors ça, ben, je pense que ça peut aider les gens à justement avoir une vision un peu plus détachée de leur portefeuille, puis de voir que, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un portefeuille avec lequel on est bien pour traverser un peu tout ce que l'actualité peut nous faire vivre. Puis c'est plus ça la clé, d'être capable de pouvoir bien dormir quand ça va bien, puis bien dormir quand ça va mal aussi. C'est plutôt ça le test, plutôt que d'essayer de passer d'un actif à l'autre pour profiter de la situation, alors qu'on sait que ça ajoutera probablement pas de valeur. Exact. Et comme j'ai dit plus tôt, là, juste pour rajouter quelque chose, quand on investit à la bourse, on investit dans les entreprises. Donc, oui, quand il y a un début de conflit, quand on regarde plusieurs conflits depuis 1939, la Deuxième Guerre mondiale, la journée ou les journées après le début du conflit, il y a de la volatilité, ça baisse, des fois ça dure un peu, mais même dans les cas où le conflit dure beaucoup plus longtemps, éventuellement, le marché s'adapte, les entreprises continuent à essayer de faire des profits, on investit dans les entreprises, puis le marché, la bourse pourrait se mettre à augmenter même si on est encore dans un conflit. Quand on regarde justement en moyenne l'évolution du S&P 500 durant plusieurs conflits depuis les années 1939, 1 an après, c'est sûr qu'il y a eu des fois où c'était encore négatif, mais en moyenne, le S&P 500 était 5 à 6% plus élevé 12 mois après le début d'un conflit. Donc, encore une fois, statistiquement parlant, faut pas paniquer, sortir son argent pendant un conflit parce que la probabilité est que le portefeuille pourrait être plus élevé 1 an après. Donc, c'est toujours de regarder ça à tête reposée définitivement. Là, on a parlé beaucoup, Nicolas, des gens qui ont peut-être un peu peur par rapport à la bourse parce qu'ils pensent à un casino, parce qu'ils ont vu des décennies, des générations perdues, parce qu'il y a des conflits ou des événements économiques qui leur donnent un peu de préoccupation par rapport à être un investisseur. Mais là, parlons de ceux qui aiment la bourse. C'est comme un peu de l'autre côté, même que des fois, ils aiment une approche en particulier. Je vais prendre l'exemple de ceux qui sont des amoureux d'investir dans les compagnies de dividendes. Certains vont, vont même dire que c'est peut-être un peu un culte parce que quand on parle contre l'approche dividende sur des podcasts ou dans les médias, des fois, on peut se faire un peu massacrer sur les médias sociaux. Donc, il faut des fois marcher sur des œufs, mais on va pas parler contre, mais j'aimerais quand même qu'on discute de façon un peu plus rationnelle, basée sur les faits. Pourquoi se concentrer juste sur une approche où on cherche le plus haut dividende n'est pas nécessairement tout le temps la meilleure approche. Donc, peux-tu me dire un peu plus ce que tu penses par rapport à l'approche de chercher des dividendes à tout prix? Oui, tout à fait. J'ai souvent l'occasion d'écrire, d'échanger avec des lecteurs qui adorent l'approche dividende. Puis c'est facile de comprendre pourquoi, parce que
vous avez un portefeuille qui vous donne un chèque de paye. Donc, qui aime pas recevoir un chèque de paye? Je veux dire, cette personne-là, elle n'existe pas. Donc, je comprends tout à fait. Puis c'est encore plus attrayant à la retraite parce qu'à la retraite, on n'a plus l'occasion d'alimenter nos placements. Puis, on est très conscient du fait que si on diminue notre capital, ben ce sera pas possible de le remplacer. Donc, il y a un énorme intérêt pour les dividendes. Ce que la recherche nous enseigne, c'est pas moi qui me suis levé un matin puis qui s'est dit ah les dividendes j'aime pas ça. C'est plutôt que les dividendes n'ajoutent pas de plus-value. Donc c'est de l'argent qui vous appartient que la compagnie vous le donne ou le garde, c'est votre argent quand même. Donc c'est comme l'exemple que j'ai donné l'autre jour, c'est si je prends ton portefeuille, je prends 50 dollars dans ton portefeuille puis je te le donne, t'es pas plus riche de 50 dollars parce que tu l'as dans tes mains. Il était déjà dans ton portefeuille. Donc ça, les gens ne le comprennent pas intuitivement. Puis aussi, quand une compagnie verse un dividende, le jour où le montant du dividende est annoncé, en moyenne, son titre boursier diminue de la valeur du dividende qui a été payé parce que la compagnie vaut moins cher, parce que l'argent est parti. Donc, c'est pas une façon de dépasser tout le monde par la droite, d'aller rechercher un dividende. Ça peut aussi avoir comme effet de concentrer le portefeuille dans certains secteurs et on sait qu'un portefeuille concentré a beaucoup plus de chances de sous-performer par rapport au marché en général. Pour ajouter une autre chose, les dividendes, souvent les gens les utilisent. Bon, à la retraite, peut-être les gens les utilisent pour payer leurs dépenses, mais dans la phase d'accumulation, on sait que les gens souvent voient le dividende comme de l'argent gratuit, puis peuvent ensuite spéculer, acheter un petit titre là, de boursier dont ils ont entendu parler cette semaine-là. Aussi, il y en a qui utilisent leurs dividendes pour acheter des choses, donc ils consomment, et puis ça érode, c'est sûr, les rendements à long terme. Je veux pas dire que quand je dis ça, les gens vont me dire oui, mais moi j'ai eu du succès avec les dividendes. Je dis oui, ok, c'est comme si tu dis moi j'ai jamais mis ma ceinture de sécurité en auto, il m'est jamais rien arrivé. C'est pas, on comprend que c'est pas souhaitable, ok, mais on comprend que ça se peut que des gens qui ont jamais, moi j'ai jamais eu d'accident de voiture, je vais toucher du bois. Donc, en théorie, j'aurais pu jamais mettre ma ceinture puis j'aurais été correct. Mais c'est pas la bonne approche avec les marchés. Oui, il y a des bonnes compagnies qui versent des dividendes, il y a des moins bonnes compagnies qui versent des dividendes aussi. Donc, souvent, les gens ont eu du succès avec cette approche-là parce que les compagnies qu'ils ont choisies, c'est des compagnies stables dans des marchés matures, compagnies qui font pas de folie comme des banques, des choses comme ça. Donc, d'accord, c'est des caractéristiques intéressantes, puis on sait que ces compagnies-là ont historiquement eu du succès. Mais il y a d'autres approches aussi qui peuvent être aussi valides pour, au lieu de se fier seulement aux dividendes, avoir un portefeuille plus large, plus diversifié, peut nous aider dans les révolutions technologiques, par exemple, des compagnies qui gardent le dividende pour elles, pour s'adapter, pour se développer, découvrir de nouveaux marchés. Peut-être ça va être les compagnies de demain. Donc, les Apple et les Google de ce monde ne sont pas des gros payeurs de dividendes, mais si vous ne les avez pas eus en portefeuille, si vous n'êtes pas un investisseur heureux aujourd'hui. Ben, c'est toujours Warren Buffett qui dit toujours la même chose. Lui, sa compagnie ne verse pas de dividendes. Il dit aux gens, ben, si vous voulez vivre de vos placements, vendez des parts, vendez des actions. Les gens n'aiment pas faire ça parce qu'ils voient le nombre d'unités qu'ils possèdent, ils voient ce nombre-là diminuer. Mais c'est purement une vision qui est théorique, là, qui n'est pas ancrée dans la réalité, dans le sens que vous n'êtes pas en train de vous appauvrir. C'est la même chose que vous faites avec quand vous recevez votre dividende puis vous le dépensez, c'est que consommez votre placement. Et une compagnie qui ne verserait pas de dividende verrait peut-être son titre en bourse beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, vous êtes déjà en train de consommer vos placements, que ce soit vous qui décidiez quand vous le vendez ou que ce soit la compagnie qui décide quand elle vous paye. Donc, c'est un petit peu la conclusion de la recherche sur les dividendes. Puis, encore une fois, c'est difficile de faire comprendre ça aux gens, mais quand on fait les calculs, puis souvent les gens ne font pas le calcul de comparer ce qu'ils ont touché versus ce qu'il y aurait eu s'il y avait un portefeuille plus diversifié. Ça peut être des calculs révélateurs de faire ça. Exactement. Ce qui est important avec les dividendes, j'aime l'exemple que tu as donné, c'est que ça revient un peu au même avant impôt, mais après impôt, on est plus gagnant en vendant nos placements. Donc moi, l'exemple que j'aime donner, c'est mettons qu'on a un placement de 100 000 qui vient de payer 5% de dividendes. Puis là, on laisse le dividende dans le compte. On est rendu à 105 000 avant impôt. Si ça a augmenté de 5% à la place de croissance, ça n'a pas versé de dividende. On est aussi à 105 000. Donc, on est riche pareillement, là, que ce soit dividende ou croissance. Après, si on veut sortir cet argent-là, le dividende, on l'a reçu, on était posé dessus.
Les dividendes sont plus imposés que le gain en capital. Donc, le dividende, on va payer environ 40% d'impôt. Donc, si on avait le 5 000 de dividende, il nous reste 3 000. Tandis que le même 5 000 en gain en capital, là, on doit vendre, puis on génère un gain en capital de 5 000 parce que les gains en capital sont moins imposés, ils sont autour de 27%. À la place de nous rester 3 000, si c'est un dividende, il nous reste 3 650. Donc là, pour le même rendement de 5% en dividende versus croissance, on est plus riche après impôt avec du gain en capital. Donc, basé sur ça seulement pour l'efficience fiscale et l'enrichissement après impôt, les gens devaient se dire, je préfère prioriser quelque chose qui va croître en capital que du dividende. Donc, ça, c'est un piège de dividende fiscalement parlant. L'autre côté, dans l'efficience fiscale où le dividende est moins idéal, c'est que le dividende, on ne choisit pas qu'on le reçoit, c'est la compagnie qui le choisit. Hein? Donc, s'il verse chaque mois ou chaque trimestre un dividende dans un compte taxable, on va être imposé dessus. Alors que le gain en capital, on peut choisir quand j'ai besoin d'argent, je sors l'argent, donc je me fais imposer quand je fais la transaction. Donc, juste le pouvoir un peu gérer le temps de recevoir notre revenu peut faire aussi qu'on optimise nos impôts. Donc, ça, c'est une autre nuance. La dernière chose que je vais rajouter, puis ça, Nicolas, c'est une pièce que je vois souvent, même avec mes amis qui font leur propre investissement, c'est que je leur explique que le dividende, c'est une partie du rendement. Il y a le rendement total, hein, qui est dividende plus croissance. Donc, des fois, je vois des gens qui se disent, je fais du FNB, donc c'est ça que tu m'as dit, Ruben, mais je vais sur BMO ou Vanguard, puis je fais un peu le fil pour voir quel FNB paye les plus hauts dividendes ou avec des actions. Je vois des actions qui payent du 6-7% de dividendes. Hey, Ruben, 7% de dividendes, c'est un bon rendement. Je leur dis oui, mais ça, dividende, c'est une partie du rendement. Si tu trouves une action qui paye 7%, mais ça a diminué de 10%, ton rendement total est moins 3. Vaut mieux voir qu'est-ce qui fait un rendement total dividende plus croissance. Puis, j'aime faire une analogie à l'immobilier. Je dis, c'est comme si vous achetez un immeuble qui paye des hauts loyers, mais que la valeur de l'immeuble baisse chaque année. On préfère un immeuble qui augmente de valeur aussi. Donc, c'est juste pour que les gens comprennent que les dividendes, c'est une partie de l'histoire. Il faut regarder dividendes et croissance et chercher ce qui donne le rendement total le plus élevé. On peut pas le prédire, là, mais en termes de concept, c'est ça qu'il faut penser, en fait. Tout à fait. Nicolas, on a fait un bon tour de plusieurs aspects d'être un investisseur de la bourse. J'aimerais quand même qu'on parle de la planification financière parce que je dis souvent que la bourse, c'est un peu comme, en fait, les placements, c'est un peu comme notre auto, OK? On veut avoir une auto fiable, on veut avoir une auto qui va nous amener du point A au point B. C'est pas obligé d'être la Ferrari la plus chère, mais on veut être sûr qu'on peut se fier de façon sécuritaire et conduire jusqu'à notre destination. Mais aussi, ce qui est nécessaire, en plus d'avoir une bonne auto, c'est d'avoir une bonne carte routière, un bon GPS, donc un plan qui va s'assurer qu'on va pas se perdre, qui va pas retarder notre chemin vers notre destination. Puis ça, c'est l'analogie pour dire que le plan, c'est la planification financière. Je sais que tu en parles vers la fin de ton livre, mais justement, j'aimerais que tu élabores un peu plus ton point de vue sur l'importance. On a parlé beaucoup de l'importance de faire des bons investissements, mais c'est quoi l'importance d'avoir une bonne planification financière, qu'on inclue la retraite, la fiscalité là-dedans, mais un plan intégré à nos placements dans notre parcours d'investisseur? Ben, comme tu dis, je pense que c'est vraiment la bonne approche parce que tout ce dont on parle, ça se déroule pas en vase clos, là. C'est pas juste des chiffres sur un écran. C'est la vie des gens, c'est quand ils peuvent prendre leur retraite, est-ce qu'ils peuvent prendre leur retraite, est-ce qu'ils sont en bonne voie de pouvoir la prendre ou pas. Et puis ça, c'est souvent négligé. Et puis c'est sûr que chez les jeunes qui commencent, c'est pas nécessairement l'aspect qui les intéresse le plus parce que c'est tellement abstrait pour eux. Mais ces actifs-là qu'on accumule, il va falloir un jour les décumuler. Puis une bonne approche aussi pour enligner les gens que j'aime utiliser, c'est celle du décaissement de 4% de la valeur du portefeuille. Et puis, en fait, ce que ça dit, c'est une règle qui vient d'une étude américaine qui s'est penchée sur les montants qu'on peut décaisser d'un portefeuille chaque année sans manquer d'argent avant 30 ans. Et en fait, avoir des risques très, très faibles de manquer d'argent avant 30 ans. Puis le nombre qui sont tombés sur le chiffre de 4%, ça, c'est un portefeuille qui était 50% actions américaines, 50% bons du Trésor. Et bon, ça a été refait, ces études-là, avec différents scénarios. Il y en a qui disent que ça peut être un peu plus conservateur. D'autres disent non, ça peut être un peu plus, justement, permissif. Ça peut même être 5% du montant qu'on peut décaisser sans risquer de manquer d'argent. Mais moi, je trouve que c'est une règle qui est quand même bonne, juste pour, sur le coin de la table, là, avoir un peu une idée de combien d'argent notre portefeuille peut générer.
Puis c'est un 4% qui est ajusté à l'inflation. Donc, disons, un portefeuille de 1 million, la personne pourrait décaisser 40 000 la première année. Puis ensuite, la deuxième année, ce serait 40 000 plus le taux d'inflation qu'il y a eu cette année-là. Et puis si vous faites ça de cette façon-là, vous allez avoir des risques très, très faibles de manquer d'argent. En fait, vous allez avoir un plus grand risque que votre portefeuille double sur une période de 30 ans que celui de manquer d'argent sur une période de 30 ans. Pour un portefeuille, je pense que c'est 60-40, 60% actions, 40% obligations. Puis, encore une fois, les actions sont pas nécessairement mauvaises non plus à la retraite. On a souvent l'impression que quand on arrive à la retraite, on doit réduire le pourcentage d'actions dans notre portefeuille. Beaucoup de gens le font. Les études là-dessus tendent à montrer que si vous gardez un fort pourcentage d'actions dans votre portefeuille à la retraite, vous avez moins de chances de manquer d'argent, vous avez moins à vous priver au niveau de votre train de vie, puis vous allez laisser plus d'argent à vos enfants, à vos héritiers plus tard. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect que les gens ne prennent pas en considération. Ils veulent éliminer, si vous voulez, le risque de volatilité, mais quand on veut éliminer le risque de volatilité, on fait augmenter le risque de manquer d'argent finalement. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Le marché est là pour récompenser la prise de risque. Il n'est pas là pour récompenser la sécurité, malheureusement. C'est une notion que j'essaie de communiquer aux gens quand ils m'écrivent, puis je vois là un peu dans leur approche que la retraite s'en vient. Pas qu'ils me disent qu'ils vont mettre tout leur argent dans leur compte bancaire, mais pas loin. Là, là je leur dis, oh, attention, la retraite peut durer 30 ans. Dans 30 ans, le pain va coûter pas mal plus cher qu'aujourd'hui. Donc, il faut penser à long terme, même si on est à la retraite. Les gens, des fois, me disent, ah, moi, j'ai 50 ans, il me reste 15 ans. Je dis, non, non, tu as 50 ans, il te reste 45 ans. Là. Exact. C'est pas 15 ans. Là. Ta retraite, c'est pas le jour où tu n'es plus investisseur. Tu es investisseur là, Tout le reste de ta vie. pour le restant de ta vie. Donc, tu dois vivre de la croissance, tu dois être capable de la capturer, cette croissance-là, dans la mesure de tes besoins, puis dans la mesure de tes capacités aussi. La personne qui a un régime de retraite de son employeur, par exemple du gouvernement, mais cette personne-là a moins besoin, disons, de prendre des risques dans les marchés, donc peut décider de ne pas prendre de risques, ou au contraire, peut décider de plus en prendre parce que elle a cette retraite-là qui est assurée d'arriver. Donc, si elle peut bien dormir avec la volatilité, elle peut peut-être avoir plus d'actions dans son portefeuille. Même chose avec quelqu'un qui vend sa maison à la retraite. Quoique peu de gens font ça, finalement, les gens disent toujours « Ah, ma maison, c'est ma retraite », mais quand on regarde l'âge à laquelle les gens vendent leur maison, finalement, souvent, c'est 85 ans. C'est quand peut-être ils peuvent plus monter les escaliers, ils veulent quelque chose de plus petit, moins d'entretien de l'extérieur, etc. Donc, ils veulent aller en résidence ou en condo, définitivement. Oui, mais à ce temps-là, la retraite, elle a déjà eu lieu. Ça fait déjà 20 ans qu'elle est à la retraite, cette personne-là. Donc, exact. Puis, on peut pas vendre une fenêtre pour acheter du pain, là. tu peux pas vendre une fenêtre pour aller en voyage à Paris ou un garde-robe pour aller en voyage à Paris. Donc, les gens, ils font un calcul un peu rapide. Là. Oui, ta maison, c'est un actif dans le sens où il y a de la valeur, mais comment tu vas consommer cette valeur-là, c'est pas clair. Probablement que tu vas vouloir rester dans ta maison. Enfin, moi, je regarde les gens de l'âge de mes parents et très, très peu veulent aller dans un condo ou une maison plus petite. Les gens, au contraire, ça fait 30 ans qu'ils habitent à la même place. Ils veulent absolument rester à la même place. Et je dirais même depuis la pandémie aussi, ça s'est exacerbé parce que les gens ont vu les nouvelles des gens en résidence qu'on gardait confinés dans leur petit condo, qui pouvaient même pas se promener dans la belle grande résidence qui a tous les services. Puis ils se sont dit, nous on le voit la tendance avec nos clients, certains disent je préfère, surtout ceux qui ont les moyens, rester dans ma maison plus longtemps et engager de l'aide quand j'en aurai besoin, tu sais. Donc la maison devient encore moins possiblement un support pour la retraite, définitivement. J'aime que tu as mentionné les gens qui deviennent conservateurs. Je pense que ça vient au début de la retraite, qui pensent qu'ils doivent avoir un portefeuille très conservateur ou quasiment 100% d'obligations. Je pense que ça vient du fait que on le voit encore dans certains blogs financiers, certains écrits qu'on arrive à la retraite, il faut avoir peu ou pas d'actions. C'est vrai que dans les années 70, c'était plus louable parce que les obligations payaient 6, 7, 8% et puis les gens vivaient moins longtemps, comme tu as dit. Donc, avoir un portefeuille conservateur qui paye plus dans un moindre horizon de temps, ça pourrait fonctionner mathématiquement pour avoir une retraite viable, mais de nos jours, moi, je le dis aux gens, oui, vous allez avoir un portefeuille basé sur votre tolérance au risque, vos besoins de liquidité, mais le concept d'avoir juste 10 ou même 0% d'actions, ça rend le portefeuille peut-être risqué pour pouvoir vous soutenir sur 20, 30 ans exactement. Je suis complètement d'accord. Ceci étant dit, Nicolas, on a
survoler plusieurs des mythes que tu as traités dans ton livre, plusieurs des leçons. Comme j'ai dit plus tôt, naturellement, on n'a pas pu tout couvrir, donc j'invite les auditeurs, auditrices à aller se procurer du livre pour apprendre plus sur tous ces grands principes pour bien investir son argent que tu as partagé dans le livre. Ce sont des leçons cruciales, primordiales que tout investisseur devait savoir. Mais j'aimerais finir et conclure. Toi, personnellement, est-ce qu'il y a une de ces 17 leçons-là que tu aimerais finir avec, laisser un peu comme mot de la fin aux auditeurs en leur disant s'il y a une chose que vous devrez absolument faire, je pense qu'ils doivent toutes les faire, mais une chose qu'ils doivent noter après ce podcast-là, c'est celui-là ou cette leçon-là, ça serait quoi? Ben, moi, je trouve qu'une des leçons que j'essaie de donner aux gens, une leçon très concrète pour investir. Puis un jeune investisseur qui commence à investir, souvent, on est un peu laissé à nous-mêmes. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « Les FNB fabuleux dont votre banquier ne vous parlera jamais ». Et c'est sur les fameux FNB tout en un. Et ça, je pense que tout le monde devrait connaître ce principe-là. C'est que c'est possible d'acheter des portefeuilles déjà montés pour nous qui sont à très bas coût. Et donc, de connaître ça, c'est pas toute la solution parce qu'il y a tout l'aspect comportemental. Ensuite, il y a tout l'aspect de planification financière comme tu as parlé, mais pour l'aspect investissement, la solution pour la majorité des gens, elle existe déjà et elle coûte beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait penser quand on va dans une banque, par exemple, qui vont essayer de nous mettre dans des fonds communs de placement à 2,5% avec de la gestion active. Donc, on sait que c'est des choses qui font diminuer les rendements puis diminuer l'utilité de nos placements dans le temps. Donc, moi, je dirais aux gens de s'intéresser à ces choses-là. Les gens pensent souvent que je suis une personne qui prône la gestion autonome des placements. C'est pas du tout ça. J'ai interagi avec assez de gens dans ma journée pour voir que la gestion autonome, ça peut fonctionner pour certaines personnes, peut-être des jeunes qui commencent et tout, peut-être certaines personnes plus âgées aussi, mais je crois que c'est un sujet qui est très compliqué pour beaucoup de gens, puis qui fait peur aussi pour beaucoup de gens. J'ai l'impression que la gestion d'actifs a des décennies devant elle. Comme industrie, ça va pas cesser d'exister. Au contraire, c'est juste de voir aussi que les outils sont là, puis de connaître les outils. Je pense pas que tout le monde va se mettre à gérer son portefeuille comme tout le monde va se mettre à se couper les cheveux. Je veux dire, je pense pas que qu'il y a des risques que ça arrive. Au contraire, la société s'enrichit. Les gens ont plus d'argent qu'avant. Les gens ont besoin de plus de conseils qu'avant, d'être guidés. Donc ça, je pense que c'est là pour rester. Mais c'est ça, donc de connaître les produits, c'est un peu la base. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre, de rendre ça très concret pour les gens et pas juste des grands principes, là, puis des grandes études qui sont intéressantes, mais qui ont une portée limitée dans notre vie de tous les jours, là. En effet, là, l'investissement a été démocratisé. Maintenant, il y a des outils vraiment efficaces que les gens peuvent utiliser pour avoir une belle expérience d'investissement à long terme. Je suis complètement d'accord. Et tu es l'un de ceux qui contribuent justement à étendre la bonne nouvelle, si je peux dire, pour que les gens soient au courant de leur choix. Après, ils vont être outillés, ils vont avoir le pouvoir de choisir s'ils veulent le faire eux-mêmes, s'ils sentent qu'ils peuvent le faire, ils ont le temps et l'intérêt, ou déléguer ça aux professionnels qui utilisent ces mêmes outils-là. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu encore une fois sur notre podcast. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi d'un sujet qui me passionne et qui passionne nos auditeurs. Merci beaucoup, Ruben. J'ai aimé ma discussion avec toi. Merci. Et à tous les auditeurs et auditrices, je vous souhaite aussi une bonne fin de journée. Merci de votre écoute et on se voit dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé. Bye bye. Vous venez d'écouter l'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.